Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui, je reçois Cyril Barbet, que nous avons le plaisir d'avoir sur le podcast aujourd'hui. Cyril est coach pour les personnes HPI et multipotentielles. Il va nous en parler un petit peu plus dans l'épisode. Merci Cyril d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation Florence. Alors, écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter comme tu le souhaites aux personnes qui nous écoutent. Eh ben, c'est jamais simple dans le fond pour moi parce que je me décris comme une personne atypique avec, on va dire, une certaine multiplicité de domaines d'intérêt, de domaines d'expertise, mais globalement, quand même, ce qui me caractérise, c'est que je suis coach de dirigeant, coach de manager, avec une expertise pour les personnes HPI multipotentielles, ce qu'on pourrait appeler les neuroatypiques, mais c'est quand même plus particulièrement les HPI, les multipotentiels. Et puis, parallèlement, eh bien, je fais de l'accompagnement de projets complexes en entreprise. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment le coaching est entré dans ta vie, Cyril ? Oui, en fait, j'ai eu une carrière essentiellement managériale dans l'industrie automobile. À cette époque-là, je peux pas dire que j'ai eu de contact avec le coaching. Ça s'est passé un peu après. Ensuite, j'ai été directeur d'un établissement d'enseignement supérieur. Et on voit bien que ça a été déjà un premier virage humain très important. Donc, vous voyez que ce que je me suis appliqué à moi-même, je me suis interrogé aussi pour les autres en termes de développement personnel. Et après cette expérience dans le domaine de l'éducation, j'étais, on va dire, intégré dans le monde chambre de commerce. Et donc, j'ai changé de poste au sein de la chambre de commerce pour m'occuper de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et dans ce métier de l'accompagnement à la création d'entreprises, je faisais partie d'un groupe national de directeurs entrepreneuriat qui réfléchissait aux futures façons, on va dire aux évolutions du métier de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et parmi les évolutions, les réflexions sur l'évolution de ce métier, eh bien, le coaching avait une place très importante. Parce que dans le fond, quand on accompagne des créateurs d'entreprises ou quand on accompagne des entrepreneurs aussi, eh bien, c'est beaucoup plus efficace d'être dans une attitude de coach, d'être dans une posture de coach, que d'être dans une posture de consultant. Alors, pour quelles raisons ? Notamment parce que bien un chef d'entreprise, quand il vient voir la chambre de commerce, il considère qu'a priori, il connaît bien son métier, mais il a besoin d'un regard décalé. Et dans le fond, c'est un peu ça finalement ce qu'apporte la posture de coach. Il lui permet de regarder là où aujourd'hui il ne regarde pas. Et c'est évidemment ultra simpliste comme façon de présenter les choses, mais à cette époque-là, donc c'était dans les années 2010, 2015, on va dire, même un peu avant 2010, on a rencontré un certain nombre de chercheurs qui étaient vraiment des spécialistes du coaching, spécialistes de la maïotique. Je me souviens très bien d'avoir rencontré Alain Fayolle, Maëla Paul, etc. C'est vraiment des chercheurs connus sur ce sujet. Et moi, ça m'a passionné parce que j'avais vraiment le sentiment que c'était une façon d'aborder l'accompagnement de l'humain extrêmement puissante. Et parallèlement, bien sûr, on faisait appel à un certain nombre de coachs aussi pour nous aider dans nos métiers d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et tout ça m'a tellement passionné que je me suis dit à un moment donné, il faudrait peut-être bien que je m'y intéresse moi. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand j'ai quitté mon dernier emploi de salarié et que j'ai créé mon activité, je me suis dit que me former au coaching, de toute façon, ce serait une brique importante dans mon métier, qui était plutôt orienté au départ conseil, formation. Donc on voit bien, c'est ça qui est assez amusant dans le fond, c'est qu'on oppose souvent consulting et coaching, mais dans mon esprit, c'était pas nécessairement opposé. On pouvait, on va dire, avoir ces deux briques-là. Et donc je me suis formé au coaching d'abord plutôt comme une brique complémentaire, comme quelque chose qui viendrait enrichir mon attitude, ma façon de faire.
Et puis, c'était dans le fond assez amusant parce que tout le monde me disait: «Bon, bah, alors quand est-ce que tu fais du coaching? Quand est-ce que tu te présentes comme coach?» Mais je dis: «Non, non, c'est juste une brique, c'est juste quelque chose de complémentaire». Et puis à un moment donné, sont venus à moi des clients, un peu spontanément, et j'en reparlerai un petit peu après parce que c'est aussi comme ça qu'est venue mon expertise. Et je dirais presque que je me suis anti-vendu en tant que coach, et ils m'ont dit: «Bah, si, on voudrait être accompagné par vous». Donc à ce moment-là, moi je me suis dit: «Il faut que j'arrête d'avoir ce sentiment d'imposture, de me dire: "Je ne suis pas coach, j'ai été formé coach, j'adore être coaché"». Eh bien, vas-y, fonce!» Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui, si, si. Et ta formation de coach, tu l'as faite au début de ton activité d'entrepreneur, enfin au début que tu étais à ton compte? je l'ai fait en plusieurs fois, et paradoxalement, j'ai commencé par, ma formation en coaching d'équipe avant de me former au coaching individuel. Alors, Ouais. la raison, elle est toute simple, c'est que à cette époque-là, je voyais, la dimension coaching comme une brique complémentaire pour de l'animation collective. Donc forcément, j'étais plus orienté coaching d'équipe. Mais, c'est un peu paradoxal parce que, la plupart du temps, les coachs se forment d'abord au coaching individuel et ensuite au coaching d'équipe. Il faut dire que, et ça paraît assez logique, pour pouvoir coacher une équipe, véritablement coacher, hein, une équipe, c'est pas juste animer une équipe avec, comme on ferait pour une formation. C'est vraiment un travail qui est, euh, on va dire, extrêmement complexe parce que ça, dans le fond, il faut avoir l'expérience du coaching individuel. C'est, on va dire, une multiplicité de coaching individuel, et en plus, c'est, on va dire, coacher le groupe en tant qu'entité globale. Mais en tout cas, moi, je me suis formé d'abord au coaching d'équipe et puis ensuite au coaching individuel. Et puis, comme c'est un sujet sur lequel on se forme éternellement, eh bien, je suis revenu en formation à nouveau. J'ai suivi à plusieurs reprises des différentes sessions, différents groupes, et ça m'a permis, je pense que c'est ça qui m'a permis de me sentir de plus en plus à l'aise sur le sujet. Et je me suis formé à chaque fois auprès de la même école qui s'appelle Energy Coaching. Alors pourquoi je la cite, c'est parce que bon, euh, moi j'étais très exigeant sur les formations. J'ai toujours été très très exigeant. J'avais toujours le sentiment que c'était pas assez pointu, pas assez pratico-pratique, pas assez. Enfin voilà, comme toute personne multipotentielle, je suis quelqu'un de très exigeant, et j'ai trouvé, je crois, ce haut niveau d'exigence chez Energy. Et c'est ça qui fait que vraiment ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, avec eux, je vais vraiment pouvoir faire un coaching de qualité. Et après quelques années de coach, et si justement tu fais un pas de côté, un regard de côté, qu'est-ce que tu penses de tout ça, du fait que justement tu t'arrivais pas à t'assumer quelque part en tant que coach au début, qu'il a fallu même que la reconnaissance elle vienne de l'extérieur, que tes clients limite, tu dis, viennent te chercher et Mmh. que voilà, est-ce que tu as une explication, un éclairage là-dessus avec le temps? Oui, en fait, il y a une partie, je pense que pas mal de coachs, sont, des personnes qui justement, ont naturellement cette posture basse, hein, cette fameuse posture basse du coach, c'est-à-dire à se mettre un peu en retrait, à être plutôt dans le questionnement que dans l'affirmation. Là encore, c'est une vision extrêmement simpliste, hein, du coaching, mais n'empêche que ça l'illustre un petit peu. Et en étant, en posture basse, plutôt en recul, plutôt en questionnement, plutôt qu'en affirmation, c'est pas évident de s'affirmer, soit en tant que coach. J'ai rencontré énormément de coachs en formation ou de coachs déjà formés qui avaient un peu ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de je n'ose pas me vendre, je n'ose pas me présenter à ma clientèle. Euh, En plus, je dirais que assez intuitivement, on sent bien que dans le fond, on devient un vrai coach qu'à partir du moment où on a commencé à coacher. Donc il y a un peu aussi ce cercle vicieux qui fait que tant qu'on n'a pas coaché, on ne se sent pas coach alors qu'on a été formé, voire certifié, hein. Et je pense que c'est aussi une qualité naturelle de pas mal de coachs, d'avoir une certaine humilité, une certaine prise de recul, mais il ne faut pas non plus euh, que ce soit paralysant. Il faut pas que ce soit trop. Donc voilà. Et puis alors en plus, dans le cas des multipotentiels, ce sentiment d'imposture, il est parfois multiplié par 2, par 3, par 10. Donc voilà, j'avais toutes les raisons, moi, de pas me sentir
légitime et, si je puis dire, de pas oser quelque part. Justement, on parle de multipotentiel. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la définition d'une personne HPI ou multipotentielle? Oui, alors c'est un sujet qui est pas facile parce que même s'il commence à être un peu à la mode, on en parle de plus en plus. Moi, je réalise qu'il y a encore beaucoup de mythes, beaucoup de fausses croyances autour de ces termes-là. Alors d'abord, un multipotentiel est moins connu que HPI. HPI, on sait que ça veut dire haut potentiel intellectuel. Tel que c'est exprimé là, haut potentiel intellectuel, dans le fond, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. J'ai même connu des personnes, pas beaucoup, mais qui pensaient que haut potentiel intellectuel, c'était un peu la même chose que dans, je ne sais pas si tu sais, dans certaines grandes entreprises, on identifie les potentiels futurs pour Mmh. monter en carrière. Donc, Mmh. c'est ce qu'on pourrait appeler les hauts potentiels tout court. Et moi, je me souviens que chez PSA, Peugeot Citroën, il y avait les personnes repérées comme hauts potentiels. Mais ces hauts potentiels n'avaient rien à voir avec les hauts potentiels intellectuels. Alors, qu'est-ce que veut dire haut potentiel intellectuel? En fait, la définition, très clairement, c'est un QI supérieur à 130. Voilà, quotient intellectuel supérieur à 130. Et c'est là où il y a vraiment toute une fausse croyance autour de ça, parce que dans le fond, moi, je m'intéresse pas tellement aux gens qui ont un QI élevé. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ou ce qui me concerne moi, c'est toutes ces personnes qui ont des traits de caractère, des modes de fonctionnement extrêmement particuliers. Et je vais peut-être y revenir un peu après, mais par exemple, c'est la vitesse de réflexion, d'observation, de compréhension. Par exemple, ça va être un raisonnement en arborescence particulièrement marqué, parce qu'on a tous, d'une certaine façon, une partie de nous qui a un raisonnement en arborescence, mais les HPI particulièrement fortement marqués, ils vont avoir un très haut niveau d'exigence, ils vont avoir une forte humilité, une envie d'apprendre insatiable, etc., etc. Bon. Et tous ces modes de fonctionnement, dans le fond, c'est pas le terme HPI qui le définit, c'est pas le terme HPI qui l'explicite en quelque sorte. Donc on voit bien il y a un peu deux choses. Il y a d'un côté la façon dont on mesure aujourd'hui le HPI par le quotient intellectuel, et puis la façon dont ça se traduit dans la vie de tous les jours, dans la vie, on pourrait dire, personnelle et professionnelle, qui est plutôt des modes de fonctionnement tellement particuliers que on peut se trouver la plupart du temps en décalage avec le reste du monde, si je puis dire. Alors le reste du monde, c'est quoi? C'est 98% de la population, puisque théoriquement, le 130 de QI, il est construit par définition comme les 2,3% de la population qui ont le QI le plus élevé. Enfin, voilà. L'autre aspect qui est un peu gênant avec cette histoire de définition de HPI et multipotentiel, c'est que quand on dit haut potentiel intellectuel, ça supposerait qu'il y ait les bas potentiels intellectuels. Euh, et c'est vraiment une notion qui est extrêmement inacceptable j'allais dire, aux yeux des HPI eux-mêmes, aux yeux des multipotentiels. Alors, au passage, j'ai pas précisé pourquoi on les appelle aussi les multipotentiels, parce que justement, multipotentiel, ça désigne bien cette capacité à aller dans plein de directions à la fois, à s'intéresser à plein de sujets, à se former à plein de sujets, à devenir compétent dans plein de sujets, mais pas juste un peu compétent. En général, ils sont vraiment capables, quand ils se lancent dans un sujet, de devenir très compétents dans plein de sujets. Donc c'est en ça qu'ils sont multipotentiels, et on les oppose, entre guillemets, avec ceux qui seraient plutôt experts, c'est-à-dire qui ont un domaine d'expertise, éventuellement deux, mais en général, ils en ont surtout un. Et donc, voilà, il y a cette opposition expert multipotentiel. Disons que le terme multipotentiel est un peu plus explicite. Il explique un petit peu mieux, dans le fond, une des caractéristiques. C'est pas la seule, loin s'en faut, mais au moins une des caractéristiques des HPI, des multipotentiels. Alors moi, j'utilise très souvent le terme HPI parce que il est un tout petit peu plus court et donc un petit peu plus simple à dire. Mais en fait, je ne l'aime pas trop. Encore une fois, parce que il a tendance à stigmatiser à la fois tous ceux qui ne le seraient pas, mais aussi ceux qui le sont d'une certaine façon, un peu comme des bêtes curieuses. Et moi, j'ai une telle conscience que chaque être humain a une valeur qui lui est propre, une unicité, une singularité, une forme d'excellence personnelle,
que c'est assez, encore une fois, c'est assez insupportable l'idée de dire, voilà, bon, je vous mets les hauts potentiels à droite et puis les bas potentiels à gauche. Et en plus de ça, le fait de donner un nom fait que forcément, il y a ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Or, on sait d'une part qu'il y a une forme de continuum, et puis, c'est pas si net que ça. En plus de ça, une chose aussi importante que je voulais préciser toujours sur ce sujet, c'est que la façon dont aujourd'hui on détecte les multipotentiels, donc encore une fois, c'est par le QI. Or, on sait que les tests de QI aujourd'hui, que ce soit les WAIS-4, que ce soit les tests de QI qui sont faits par exemple par Mensa, ils sont essentiellement centrés sur deux formes d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Or, on sait que il y a plein d'autres formes d'intelligence. Bon, ça c'est Howard Gardner dans les années 80, avec les 9 formes d'intelligence. Et puis, il y a un autre aspect. Donc, d'une part, les tests de QI ne mesurent pas toutes les formes d'intelligence. Et puis, il y a tout un tas de biais à la mesure de QI qui font que on sait très bien qu'il y a des gens qui vont perdre leurs moyens face à un test, etc. Bon, donc dans le fond, moi je suis un peu embêté avec cette histoire. C'est un sujet un peu délicat, voilà. Mmh. Mais c'était important quand même d'expliquer tout ça, parce que ce que j'espère, c'est contribuer peut-être à lever les fausses croyances, lever les mythes, et surtout bien faire comprendre que c'est pas parce que on n'est pas HPI qu'on n'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est pas parce que on n'est pas HPI qu'on n'a pas de la valeur, et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est HPI que forcément tout va couler de source pour soi, bien au contraire. On sait que à l'école, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué pour un HPI. Il peut y avoir un tel problème d'adaptation il y a énormément de HPI qui vont vers le décrochage scolaire. Et puis en monde professionnel, alors là, n'en parlons pas. Il y a un tel décalage de fonctionnement que ça peut constituer de vrais problèmes. Et en parlant de problèmes, avec quelles problématiques tes clients viennent te voir et qu'est-ce qu'ils attendent de ton coaching? Ça peut être diverses choses. Disons il y a une problématique qui revient très fréquemment, c'est la problématique de choix. C'est le choix de son orientation professionnelle, c'est le choix de son activité, c'est le choix euh, de, euh, de son positionnement marketing, c'est le choix de son activité en général, parce que c'est le choix entre les aspects professionnels et personnels, familiaux, etc. La question du choix, c'est compliqué. C'est très compliqué pour un HPI. Et donc, ça imprègne beaucoup des questions qui me sont posées. Maintenant, je pense, j'ai eu de tout, hein. J'ai eu des dirigeants, des indépendants, euh, des salariés, des managers, donc des salariés non managers, des salariés managers. Si je prends une salariée non manager, clairement, il y avait cette question de relationnel qui était très prégnante. Alors, le relationnel, parce que bien souvent, le HPI c'est un peu le paradoxe des HPI, c'est qu'ils perçoivent le mode de fonctionnement des autres, ils perçoivent bien les émotions des autres, mais ils perçoivent aussi les réactions des autres, hein, ils ont une sensibilité assez fine là-dessus, mais paradoxalement, ils ne se perçoivent pas eux-mêmes. Alors pourquoi ils ne se perçoivent pas eux-mêmes, alors même qu'ils ont une conscience aiguë des autres? Mais dans le fond, c'est parce qu'ils espèrent en permanence être comme les autres. Ils pensent et ils espèrent être comme les autres. Et à force d'espérer et de tout faire pour être comme les autres, eh bien, ils finissent par le penser et ils finissent par ne plus être capables de percevoir, de comprendre comment ils sont perçus par les autres. Donc, quand on ne comprend pas, dans le fond, comment on est perçu par les autres, on ne peut pas être capable de se dire, tiens, par exemple, si on a un haut niveau d'exigence, on est perçu comme quelqu'un de vraiment très pénible, hein, très malmenant pour les autres d'une certaine façon. Donc ça, c'est vrai ça m'est arrivé pour des salariés, ça m'est arrivé aussi pour des managers, hein, qui pouvaient être un peu malmenants aussi. Mais si je pense aussi à une autre salariée, elle, son problème, c'est qu'elle déclenchait la jalousie. Alors ça, c'est très fréquent chez les HPI parce qu'ils ont de telles potentialités. Les autres sont jaloux d'eux.
et ils vont tout faire pour, en quelque sorte, les détruire d'une certaine façon, parce qu'ils posent un vrai problème pour eux. Ils font tellement de choses tellement vite que, du coup, les autres se sentent complètement dévalorisés, mis au banc de la société. Enfin, c'est compliqué. Et ça, ils le perçoivent pas. Et comme ils peuvent pas s'empêcher d'aller vite et de faire les choses de façon très efficiente, c'est juste leur demander l'impossible, hein, que de se ralentir ou de pas faire les choses à leur vitesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué en termes d'accompagnement. Et puis, je pense à une dirigeante également. Cette dirigeante-là, en fait, son problème, c'est que elle avait commencé son activité, tout se passait bien, voilà, on va dire comme un certain nombre de sociétés. Quand on démarre, les choses se passent bien, on va dire. On est lancé, on va dire, sur son sujet. En plus, c'était un sujet assez innovant dans le domaine de l'éducation. Et puis, à un moment donné, sont arrivés des concurrents, qui avaient de l'argent, qui avaient levé des fonds, qui donc avaient des gros moyens pour justement contrer en quelque sorte un petit peu son modèle à elle. Et d'une certaine façon, elle s'est rendue compte que faire la guerre à la concurrence, être obligé de se vendre à des financeurs pour obtenir des financements, c'était pas du tout dans son état d'esprit. Elle se voyait pas du tout faire ça. Pour elle, elle était une équipe de pas de bisounours, mais un peu, qui étaient tous copains et qui marchaient très bien avec beaucoup d'empathie, beaucoup de chaleur humaine, etc. Mais à un moment donné, il fallait mettre un peu de cadrage dans tout ça. Et ça, c'était très compliqué pour elle. En quelque sorte, elle avait le sentiment de venir heurter un grand nombre de ses valeurs. Donc là, il a fallu lui faire comprendre peut-être lui faire toucher du doigt que elle se centre en fait là où elle était particulièrement bonne. Et c'était là encore très difficile parce que c'était pas du tout évident pour elle de savoir sur quoi elle était particulièrement bonne. Donc moi, je l'ai aidée dans le fond à se reconnecter à elle-même et on verra que c'est une des façons que j'ai, moi, d'accompagner les HPI, c'est de se reconnecter à eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complexe. Bon, voilà, j'ai donné quelques exemples, je pourrais Ouais, pas... c'est super intéressant. Et tes accompagnements, tu les adaptes à ces personnes HPI. Donc, tu as été formé justement au coaching initialement d'équipe puis individuel. Mais j'imagine que c'est quoi? C'est au contact de ces personnes que tu as adapté des outils, des méthodes peut-être avec eux? En fait, je crois pouvoir dire que je me suis surtout beaucoup inspiré de mon histoire parce que, à titre personnel, j'ai énormément galéré. Très concrètement, je me souviens que dans le fond, mes premiers problèmes de choix, ils remontent aux alentours de 2005. En fait, alors même avant, on pourrait dire, mais avant, quand j'ai quitté PSA, c'était Peugeot Citroën, donc j'avais eu ma première expérience professionnelle. D'une certaine façon, mon premier choix, il s'était passé à la sortie de l'école en 1989. Et comme j'étais assez passionné par l'automobile, ce choix-là avait été assez simple. Le choix suivant, donc en 99, 10 ans après, c'était vraiment le choix de prendre plus d'autonomie. Et dans le fond, j'ai eu l'impression d'avoir eu un peu de chance parce que, alors même que je faisais un peu un blocage sur le sujet de l'éducation, notamment du fait de mes parents, parce que mes parents avaient été instituteurs, et moi, je voulais m'éloigner du modèle de mes parents pour plein de raisons. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour me bien m'éduquer, mais dans le fond, ils n'avaient pas compris non plus. Ils n'avaient pas les clés pour élever un petit zèbre, si je puis dire. Et donc, je suis quand même allé dans le domaine de l'éducation. Donc, ça m'a beaucoup plu. Ce choix-là a été un choix assez judicieux. Et c'est après que c'est devenu plus difficile. Je me souviens très très bien que quand je suis rentré dans ce nouveau poste de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur, je me suis dit, bon, écoute, tu fais ça pendant 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans, mais il faut que dès à présent, tu réfléchisses au coup d'après. En plus, j'aime bien anticiper. Et je me souviens très bien que pendant 5 ans, je ne veux pas dire presque tous les jours, mais souvent, je me disais, et qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Et j'ai jamais été capable de le dire. Donc, quelque part, j'ai suivi ce qu'on m'a proposé de faire. Et c'est seulement quand j'ai dû quitter la CCI en 2015 que j'étais confronté à ce choix obligatoire de dire, bon, maintenant, t'y vas, quoi. Et dans le fond, pourquoi je dis ça? C'est que
toutes les années qui ont précédé mon départ de la CCI, je réfléchissais à tout ça, qu'est-ce que je pourrais bien faire et qui je suis et pourquoi je suis fait. Alors c'était pas trop violent parce que pour l'instant j'avais un poste et donc j'avais pas trop à m'interroger, mais lorsque je me suis trouvé à quitter mon dernier emploi, là j'ai bien dû y aller. Et il s'est passé des années d'errance, hein, clairement, entre 2015 et 2020 pratiquement, où alors c'était pas que de l'errance et de la galère, parce que à chaque fois je me disais ah ça y est j'ai trouvé ma voie, donc j'y vais, je fonce dedans, je me forme, euh, je propose mes services, et puis il y avait un espèce d'essoufflement quoi. Je me disais ben non c'est pas exactement ça, voilà. Et je me souviens aussi qu'en quittant mon emploi en 2015, l'hésitation, c'était le brouillard était tel que c'était entre devenir chanteur, devenir pompier ou devenir astronaute. Voilà. Donc, sauf que aucun des trois n'était possible hein, à mon âge, mais n'empêche que c'était à peu près de cet ordre-là. Donc, j'ai tellement galéré à m'interroger sur mes choix, à m'interroger sur qui j'étais, à, et à finir par rencontrer d'autres HPI, d'autres zèbres, et qui me disent mais tu devrais lire tel bouquin, tu devrais regarder telle conférence, etc., etc., que par moi-même, j'ai fini par construire des tactiques, parce que je pense que j'ai vraiment cette aptitude-là à construire des tactiques de développement personnel, on pourrait dire ça comme ça. Et ensuite, quand enfin j'ai réussi à trouver ma propre voie, je dirais presque un peu par hasard. Encore une fois, c'est parce que une de mes premières clientes était elle-même HPI, je ne le savais pas, et je me suis dit mais ça marche vachement bien. Et c'est en lisant mes bouquins, je me suis dit mais en fait cette personne c'est une HPI, c'était une HPI. Et dans le fond, pourquoi j'ai pu bien l'accompagner? Mais oui, parce que je me suis beaucoup appuyé sur mes propres galères. Et donc ma méthode, en quelque sorte, si tant est qu'on peut l'appeler une méthode, elle s'est énormément inspirée de mes galères. Et ce que je dis souvent, c'est que pour pouvoir vraiment aider quelqu'un qui est dans sa situation, il ne faut pas avoir été quelqu'un qui a trouvé trop facilement ses solutions. Si on a trouvé trop facilement, c'est un peu comme un prof de maths qui aurait été tellement bon en maths et face à des élèves qui sont en difficulté, il va pas forcément comprendre ce qui leur arrive. Parce que pour lui, ses compréhensions étaient tellement fluides et rapides qu'il va pas imaginer un seul instant les méandres par lesquels peuvent passer ces élèves. Donc, moi, je suis passé par tellement de méandres que je peux vraiment bien les comprendre. Et dans le fond, c'est ce qui fait, je crois, que les HPI viennent à moi et ont envie de se faire, enfin certains, hein, pas tous, mais qu'ils ont envie de se faire accompagner par moi. Je pense que c'est très très rapidement, en l'espace de quelques minutes dans les conversations, ils voient à quel point je les comprends, à quel point il y a une connexion. Ok. Et le fait de te retrouver du coup face à des personnes qui te ressemblent, comment ça se passe l'effet miroir justement? Comment toi aussi, en tant que personne HPI, tu le vis? Je pense qu'en fait, il y a vraiment une part de moi qui est très heureux, qui est très heureux. Cette part de moi, elle est très heureuse, on va dire, parce que euh, de la même façon que pour eux, ils ont le sentiment d'être compris et entendus, et bien pour moi aussi, il y a un sentiment d'être compris et entendu. C'est-à-dire que pour la première fois, alors que pendant une cinquantaine d'années, c'était un peu au hasard Balthazar, mes relations, et donc la plupart du temps, j'avais un sentiment de décalage. Et bien, avec ces personnes-là, je n'ai pas ce sentiment de décalage. J'ai plutôt un sentiment de compréhension extrêmement rapide, fluide, à demi-mot. Donc ça, c'est vraiment extrêmement... euh, c'est un vrai bonheur pour moi. Donc il y a ça. Après, c'est vrai que tous les travers qu'on peut avoir, eh bien, ils les ont aussi. Mais dans le fond, je crois que euh, moi, je les observe avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de regards positifs parce que tellement ils ont subi de regards négatifs, de jugements des autres, je me dis, ils ont d'abord et avant tout besoin de ça, de ce regard positif. Et on verra que dans mon processus, un des aspects extrêmement importants, c'est de reconstruire l'estime de soi. Les HPI, pour la plupart, ont une estime d'eux-mêmes qui est relativement dégradée, voire des fois détruite,
Alors, ils ont parallèlement beaucoup de résilience. Ils ont construit, on va dire, se sont construits autour de ça. Mais malgré la résilience, si l'estime de soi est écornée, voire vraiment ratatinée, si je puis dire, c'est vraiment très compliqué de se construire. Très, très compliqué. Donc, dans le fond, on pourrait dire que le coaching commence avant le coaching, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi peut-être mon regard positif, ma grande bienveillance, mon non-jugement dans les premières paroles qu'ils ressentent et où ils se disent, bah oui, je pense que ça serait pas mal de se faire accompagner par quelqu'un comme ça. Alors, ça suffit pas, bien évidemment. Il faut aussi démontrer qu'on est capable de les aider à sortir de ce marécage, entre guillemets, de ce brouillard. Mais voilà, déjà, ce non-jugement, c'est important. Et est-ce que tu as justement des exemples de transformation épanouissante, de déclic ou de prise de conscience vécue par un de tes clients ou clientes pendant des séances de Alors, coaching? je pense à cette dirigeante dans le domaine de l'éducation parce que vraiment, c'était pour moi assez marquant. En plus de ça, on avait prévu une mission de 10 séances et en fait, au bout de 7 séances, tout était fait, quoi, quasiment. Donc ça, c'était vraiment génial. Euh, Elle était dans un état vraiment à ramasser à la petite cuillère. Franchement, hein, quand elle m'a appelé, euh, on se connaissait depuis 5-6 ans, 6-7 ans. Je m'attendais pas du tout à son appel, hein. Et quand elle m'a appelé, je me suis dit, ah bah tiens, c'est sympa, elle vient prendre des nouvelles. Non, non, elle venait me demander mon aide en tant que coach. En plus de ça, à cette époque-là, quand on s'était rencontrés, moi, j'étais pas positionné comme coach, hein, donc c'était d'autant plus marquant pour moi. Alors, pourquoi elle venait? Elle venait parce qu'elle était au bord du burn-out, que son entreprise était en situation difficile, que elle savait pas du tout comment s'y prendre. Donc vraiment, il y avait tous les indicateurs qui étaient au rouge, quoi. En plus, à titre personnel et familial, c'était compliqué parce que forcément, elle s'investissait tellement dans son entreprise, elle s'était quasiment pas du tout payée depuis des mois et des mois. Donc autant dire que non, la situation était vraiment critique. Alors tout ça, ça alimentait son manque d'estime d'elle-même. Euh, et dans le fond, alors en plus de ça, il y avait un autre facteur, c'est qu'il y avait vraiment le côté émotionnel qui était très présent. C'est quelqu'un qui est particulièrement sensible. Les HPI sont des grands sensibles, mais elle l'était particulièrement. Et là où ça devenait presque drôle, mais en fait c'était pas drôle bien sûr, mais en tout cas étonnant, c'est que alors même que dans les formations qu'elle proposait, il y avait cette dimension gestion des émotions, alors même que ça faisait partie pour elle-même, hein, de ses grandes compétences, la gestion des émotions, eh bien on sentait qu'elle était incapable dans le fond, hein, de pouvoir se sortir de ses propres émotions. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai aidé peut-être à prendre conscience de ce qui l'empêchait d'observer ses émotions. Et c'était vraiment le fait que euh, elle ne comprenait pas trop bien ses modes de fonctionnement, elle ne connaissait pas bien ses modes de fonctionnement. Et donc, quand on a une méconnaissance de son mode de fonctionnement, forcément, on a des prismes d'observation qui font que, aussi fins que soient ces capteurs, s'ils sont troublés par, on va dire, des mauvaises informations, on prend les mauvaises décisions d'une certaine façon. Donc, c'est ça, finalement, peut-être que je l'ai aidé à faire. Et que je l'ai aidé aussi probablement à prendre conscience, parce que ça c'était sa grande angoisse, que ces valeurs d'humanisme, d'humilité, d'égalité entre les êtres humains n'étaient pas du tout incompatibles, loin s'en faut, avec le fait que son entreprise se développe, que peut-être un jour elle fasse des levées de fonds, etc. Enfin, c'était quelque chose d'impensable pour elle au départ. Et je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, justement, parce que je voulais euh, qu'elle témoigne dans un article pour moi. Et mais c'est à ma grande surprise, elle m'a dit, parce que je ne savais pas, hein, avant de l'appeler, elle m'a dit, bah, Cyril, figure-toi que ça y est, on est en levée de fonds, etc. Enfin, je dis, mais waouh, j'étais juste épaté, quoi, de voir ouais, c'était une transfiguration, quoi. Et toi, quelle satisfaction t'apporte ce métier? Donc là, officiellement, tu es coach depuis, je pense, 2015, mais tu t'assumes en tant que coach depuis
Depuis combien de temps tu Oh, te... c'est très progressif, Ouais, Florence. d'accord, C'est ça c'est, il n'y a difficile pas de eu... dire, mais Oui, tu d'accord, as, ok. tu as raison de rester en suspens parce que c'est exactement ça. C'est un peu, on va dire, c'est un peu progressif. Et peut-être tu voulais terminer ta question du coup. Oui, c'était quelle satisfaction en fait t'apporte ce métier? Alors, elle est multiple. Euh, Comme je te le disais, souvent les HPI, enfin, je ne sais plus si je l'exprimais comme ça, mais ils aiment bien rester dans l'ombre. Ils aiment bien permettre aux autres, un peu à l'image de ce que tu fais aujourd'hui avec moi, avec d'autres, hein, c'est de mettre les autres en lumière, en fait. Souvent, les HPI sont dans cette logique-là. Ils aiment bien mettre les autres en lumière, permettre que les autres éclosent en quelque sorte. Et d'une certaine façon, c'est ça. Je me souviens qu'une de mes premières signatures, c'était révéler les potentiels enfouis des êtres humains et des organisations. Depuis, j'ai un petit peu fait évoluer cette signature, mais n'empêche que ça reste un peu une de mes pattes, quoi, d'une certaine façon. Et donc, forcément, et en tant que coach, on est dans cette logique-là. Mais c'est d'autant plus vrai quand on accompagne des HPI parce qu'ils partent d'une situation extrêmement difficile où ils sont, en fait, on dit souvent c'est la double peine pour les HPI. C'est que non seulement ils peuvent pas exprimer leur plein potentiel, ils ont de vrais potentiels, ils ont de vraies capacités, des aptitudes assez crucial, je pourrais presque dire stratégique dans notre monde d'aujourd'hui qui est fait d'incertitudes, d'accélération, voilà, euh, de changements permanents. Ils ont de vrais atouts. Ils sont visionnaires, ils ont une capacité à capter les signaux faibles, etc. Donc non seulement ils peuvent pas exprimer tout ça, parce que souvent ils ont tendance à être un peu ostracisés, jalousés, etc., mis de côté, incompris, souvent incompris. Euh, mais en plus, ils sont tellement ostracisés que la plupart du temps, ils sont mis dans une situation, enfin, ils s'ostracisent eux-mêmes aussi, hein, involontairement et inconsciemment, que ils peuvent être en situation extrêmement difficile ça conduit assez souvent au burn-out d'ailleurs. Hein. Donc, donc quelque part, les sortir de cette double peine, c'est quand même génial. C'est-à-dire non seulement les sortir de la difficulté, mais en plus leur permettre d'éclater au grand jour, de rayonner de leur plein pouvoir, entre guillemets, de leur pleine puissance, de leur belle puissance, une puissance dont ils font bénéficier les autres, hein, bien sûr. Donc il y a ça, il y a le fait que, comme je te disais tout à l'heure, eh bien, je suis en contact avec des gens avec qui il y a une espèce de connexion naturelle, donc ça c'est quand même très agréable. Un des problèmes des HPI, c'est qu'ils sont entourés de tout un tas de gens qui ne leur correspondent pas. Et alors pour autant, ça ne les empêche pas d'avoir une grande empathie, d'avoir un fort besoin de socialisation. Et ce fort besoin de socialisation, euh, s'ils le font, on va dire, un peu à tort et à travers, ils peuvent se retrouver face à des gens qui sont extrêmement négatifs pour eux. Et c'est ça la difficulté. Quand on est avec d'autres HPI, entre HPI en général, si on se comprend bien, c'est le cas en général, eh bien c'est plutôt extrêmement positif, c'est plutôt enthousiasmant. Et puis je pense qu'il y a une troisième dimension quand même qui me nourrit, moi, c'est que l'humain, c'est extrêmement complexe. Et moi, j'ai besoin de cette complexité, et c'est une caractéristique hein, le plus souvent des HPI, c'est ce besoin d'apprendre en permanence. On s'ennuie très facilement si c'est trop simple, si c'est trop facile. Et donc, cette complexité de l'humain, se dire qu'à chaque fois, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas sur quoi on va tomber, sur quel os, même avec un coaché que l'on connaît déjà, on ne sait jamais ce qui va nous amener le jour de la séance. On se dit, il va forcément nous parler de la séance d'avant, mais pas du tout, c'est complètement autre chose, il est passé à autre chose, et la problématique est nouvelle, et donc c'est un espèce de grand saut dans le vide à chaque fois, ce début de séance, qui quelque part est assez excitant. Je pense que ça fait partie aussi de ce besoin d'aventure et d'exploration hein, qu'ont les HPI en général. Hein. Ils aiment bien. Alors ils ont le paradoxe, hein, ils ont besoin de prudence, mais en même temps ils aiment bien quand même l'audace. Donc, voilà. Et forcément cette complexité est extrêmement enrichissante. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui envisage de devenir coach? Alors,
c'est pas forcément une question facile pour moi parce que moi j'ai une caractéristique particulière puisque je suis coach plus spécifiquement de HPI. Et je prétends pas forcément avoir une vision sur le métier de coach en général, mais ce qui est sûr, c'est que il faut s'intéresser énormément aux êtres humains. Voilà, il faut, je crois, aimer les gens parce qu'il faut s'y intéresser profondément. Et en même temps, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi parce que si on n'a pas travaillé sur soi, on ne peut pas avoir le recul nécessaire pour accompagner les autres. J'utilise toujours cette image que j'aime bien. Je sais pas si tu sais, dans les avions, on dit les parents doivent commencer par mettre le masque à oxygène sur eux avant d'aider leurs propres enfants. Mais c'est un peu la même chose pour les coachs. Il faut avoir travaillé sur soi avant d'aider les autres à travailler sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment fondamental pour deux raisons. D'abord, parce que si on n'a pas travaillé sur soi, on risque de, comment dirais-je, de pas être suffisamment performant pour aider les autres. Mais en plus de ça, on risque de projeter sur les autres ses propres problèmes. Donc, il faut avoir tellement travaillé sur soi que on a beaucoup de recul. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes pour soi. Attention, il y a vraiment une grosse différence. Mais le fait d'avoir travaillé sur soi permet d'avoir suffisamment de recul sur ses problèmes pour pouvoir faire la distinction entre ce qui est de nos problèmes et ce qui est du problème du coaché. Donc ça, c'est vraiment une des grandes qualités du coach. Et puis bien évidemment, les qualités d'écoute. Il ne faut pas avoir trop d'ego. Ça, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'ego. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je pense que pour certaines personnes, ils peuvent sembler très sûrs d'eux. Je pense à un de ceux qui m'a formé. Ils peuvent sembler très sûrs d'eux. Ils peuvent sembler quelqu'un avec une certaine forme d'ego, mais en fait, ça n'est que de l'impression. En réalité, au plus profond de lui-même, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui a un ego relativement modeste et donc comme il a un ego relativement modeste, eh bien, on ne projette là encore aucune intention pour les autres. Quand on a de l'ego, quand on a beaucoup d'ego, le problème c'est que on imagine des choses pour les autres. Enfin, plus exactement, on espère, on attend des choses des autres. Parce que quand on a de l'ego, on a besoin de pouvoir, on a besoin de rayonner. Enfin, rayonner, pas forcément au sens neutre. On a besoin de rayonner, on a besoin d'influer en quelque sorte sur les autres. Eh bien, je pense que le fait de ne pas avoir trop d'ego aide à ne pas influencer l'autre, aide à surtout faire en sorte d'aider l'autre à trouver ses propres voies, ses propres solutions. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, je pense que ce qui est aussi essentiel, c'est qu'il faut aimer apprendre. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le métier de coach commence le jour où on commence à coacher et on devient coach en coachant. C'est pas en se formant qu'on devient coach, c'est en coachant qu'on devient coach. Et on apprend à coacher tout le temps. Donc, si on n'aime pas apprendre, si on considère qu'on n'est pas en apprentissage chaque jour, il y a un vrai risque comment dirais-je, de ne pas progresser suffisamment, ou peut-être tout simplement de tomber dans une forme de facilité, quoi. Et pour une personne qui souhaiterait se faire coacher, est-ce que tu aurais un mot à dire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le coaching, qui n'a pas eu de personne dans son environnement, par exemple, qui s'est fait coacher? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? D'abord, il faut avoir l'envie. Ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas qu'on soit poussé par une injonction extérieure. Il faut que ça vienne de soi. Alors, c'est vrai que c'est pas facile la première fois quand on n'a jamais été coaché, quand on ne sait pas à quoi ça ressemble, qu'on ne sait pas comment ça se passe. On se pose plein de questions. Alors, on a en fait des images un peu à travers la tête. Moi, je me repositionne il y a quelques années, ou quelques dizaines d'années, on a l'image de l'accompagnement thérapeutique. Et encore, moi, j'avais de l'image indirecte de psy. Voilà, c'était ça, l'image des psys. Déjà, entre psy et thérapeute, il y a beaucoup de différences.
Alors, il se trouve que j'ai vécu une thérapie, donc moi, du coup, ça m'a pas mal aidé aussi, hein, à comprendre un petit peu, à toucher du doigt de loin, sachant que thérapie et coaching sont différents en cela que thérapie va beaucoup plus en profondeur sur la personnalité. Le coaching, on va rester sur un plan professionnel, on va pas se poser trop la question du pourquoi non plus, on va surtout chercher le comment réussir. Et puis peut-être l'autre conseil aussi, enfin au-delà du fait de dire on doit être volontaire, on doit être vraiment demandeur de cet accompagnement, c'est d'aller rencontrer plusieurs coachs, c'est de discuter avec ces coachs, c'est de tester comment ça se passe, enfin de tester. Il ne s'agit pas de dire est-ce que je peux avoir une séance gratuite, mais c'est de dire voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le coaching, est-ce que vous pouvez peut-être au travers de mon exemple à moi, me donner envie, à moi de faire appel à vous. Et quelque part, enfin nous, c'est ce qu'on appelle les rendez-vous exploratoires. C'est des rendez-vous qu'on fait gracieusement pour nous, hein, nous permettent aussi de savoir si on est capable d'accompagner la personne. Eh bien, d'une certaine façon, on fait goûter un petit peu en petit échantillon ce qu'est le coaching en rendez-vous exploratoire. Alors, ça n'est pas tout à fait du coaching au sens où il n'y a pas de contrat, mais on fait quand même goûter un peu notre façon, notre patte de coaching. Et c'est à ce moment-là que le client peut se faire une idée et ensuite, une fois qu'il en a rencontré 2 ou 3, peut-être se dire d'abord est-ce que ça me convient, le coaching? Et puis, ce serait lequel ou laquelle que je choisirais parmi les 3 si je devais me faire accompagner. Voilà. Mais alors, il y a une autre chose aussi, c'est que peut-être dans l'inconscient collectif, on pense que se faire coacher, c'est un peu se faire prendre par la main et puis un peu comme un médecin qui va nous prescrire des médicaments, qui va nous sortir de notre problème médical. Euh, En fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que quand on se fait coacher, il faut se prendre en charge soi déjà. Donc, il faut aussi s'attendre à ce que on soit autonome, enfin qu'on se prenne en charge et qu'on travaille. On travaille pendant les séances, on travaille en dehors des séances. Il faut vraiment avoir envie de s'impliquer parce que le travail, c'est nous qui allons le faire. Bien sûr, le coach va nous y aider, mais ça demande beaucoup d'énergie. Il faut vraiment être quand même plutôt en possession de ses moyens. C'est pour ça que pour certaines personnes, ça nous arrive de temps en temps de dire écoutez, je pense que vous devez d'abord vous faire soigner pour vous sentir mieux physiquement, vous sentir mieux mentalement, avant d'attaquer un coaching. Parfois, ça peut arriver d'avoir besoin de ça pour se sentir prêt. Alors, ça ne veut pas dire que tout est résolu, hein non, loin s'en faut, mais au moins recouvrer la santé est important avant d'attaquer un coaching. Ok. Alors pour terminer, Cyril, est-ce que tu as des projets? C'est quoi là tes projections sur les prochains mois, voire les prochaines années en tant que coach? Est-ce que tu as Mais des je me projets? pose plus trop de questions en fait. Je me laisse porter un petit peu par, non pas par les événements, mais par le temps qui avance. Dans la mesure où, dans le fond, je suis très content de faire cet accompagnement de HPI et je voudrais en avoir fait suffisamment pour sentir jusqu'à quel point ça me passionne et jusqu'à quel point je peux aller. Avant peut-être de dire, j'en sais rien, j'ai envie de passer encore à autre chose. Alors, il y a quand même un projet, hein, enfin, c'est plus qu'un projet, c'est déjà commencé. Après avoir accompagné pas mal de HPI, j'ai dit ce que je voudrais faire, c'est accompagner les entreprises dans le fait qu'ils mettent en place de véritables politiques de management inclusif pour les HPI. Pourquoi? Parce que c'est un véritable atout stratégique pour eux que d'identifier des personnes qui seraient HPI au sein de leurs équipes. Alors, les identifier, ça pourrait être un peu stigmatisant comme ça, quand je le dis comme ça. En réalité, c'est surtout de faire en sorte que plutôt qu'ils soient masqués, parce que bien souvent ils avancent masqués, ils sont un peu comme des caméléons, hein, les HPI, ils veulent pas se faire repérer. Encore une fois, parce qu'ils ont besoin de se sentir acceptés et intégrés. Mais justement, c'est peut-être de les identifier pour éviter qu'il y ait trop de burn-out, qu'il y ait trop de problèmes psychologiques liés à leur sentiment de décalage. Et puis surtout, c'est faire en sorte que ces entreprises bénéficient de ce que ces HPI peuvent leur apporter en termes de vision, en termes de capacité à sentir l'avenir, à imaginer cet avenir. Je pense à une chose en particulier.
Je me souviens d'avoir rencontré un HPI qui me disait, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on a autant de difficultés à recruter, autant de difficultés à fidéliser et à comprendre les jeunes générations. Il dit, pour moi, c'est évident. Enfin, voilà, il avait une lecture des problématiques de recrutement, de fidélisation, et de la façon dont le rapport au travail des jeunes générations évolue. Et donc, il disait, mais moi, je vois bien comment il faut faire. Et je dis, bah oui, effectivement, à ce moment-là, il faut peut-être que tu en parles à ta hiérarchie pour les convaincre de t'écouter, de prendre en compte ta vision. Et à ce moment-là, ils vont se retrouver en bien meilleure posture pour recruter, pour fidéliser. Quand on sait les problèmes que ça peut induire pour une entreprise, bien c'est des gains potentiels à la clé qui sont colossaux. Enfin, ça peut parfois même mettre en jeu la survie de l'entreprise, hein. Et je parle de ça, ça peut être vrai aussi bien pour une PME, une ETI ou une grande entreprise. Et du reste, il y a maintenant de plus en plus de grandes entreprises qui ont compris ça, d'ailleurs, c'est pas elles qui sont vraiment à l'origine de ça, c'est plutôt des mouvements qui viennent de l'intérieur, qui viennent des HPI eux-mêmes, qui se créent des réseaux internes. Alors ça existe chez Airbus, ça a commencé chez Airbus, ça existe chez Sanofi, ça existe dans plusieurs grands groupes, peu importe, hein, à la Maïf, etc., chez Orange. Et ces réseaux de HPI, en fait, d'abord, ils sont là surtout pour une notion de soutien interne. Mais en fait, je pense que les entreprises devraient se saisir de ces réseaux se saisir, en tout cas, profiter de l'existence de ces réseaux pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre management d'une façon générale, faire en sorte que tous les managers soient formés à accompagner des HPI et faire en sorte que ça permette de bénéficier à l'entreprise et aux HPI eux-mêmes, quoi. Voilà, donc ça, c'est un processus d'accompagnement que je suis en train de mettre en place et que je suis en train de commencer à vendre auprès de certains clients. Top, c'est dans la continuité. Bah, écoute, vraiment bravo pour tout ce parcours, Cyril, c'est hyper intéressant et passionnant de t'écouter. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir de te sentir épanoui et plus peut-être même d'avoir trouvé une certaine sérénité grâce à ce métier et après plusieurs années de turbulence. Donc vraiment bravo. Et j'espère que ça va inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent. On te souhaite plein de belles choses pour la suite et pour ce nouveau développement dans les entreprises. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi, Florence. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt.